Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le XGIMI Elfin Flip Laser. Alors c'est un projecteur portable de milieu de gamme qui coûte 679 € au moment de faire cette vidéo. Vous pouvez suivre l'évolution du prix sur mon site, vous verrez il y a un graphique. Vous pourrez également vous inscrire pour recevoir des alertes pour quand le prix baisse par exemple. Alors la particularité de ce projecteur, c'est qu'il a une source lumière triple laser. Alors ça sert à quoi? Ça sert surtout à avoir plus de couleurs, c'est utile pour le HDR, et généralement ça aboutit vers un meilleur contraste. On verra dans ce test si c'est le cas. Alors avant de rentrer dans le détail de ce test-ci, je vais faire juste un petit détour avec celui-ci. Donc le Elfin Flip existe en deux versions, la version laser et la version 4K. Ce sont en fait tous les deux des projecteurs laser qui ont énormément de points communs. Et donc en testant celui-ci, je vais vous expliquer en quoi il se différencie de celui-là, et au final, je ferai un test de celui-là en complet aussi, comme ça vous aurez toutes les informations à votre disposition pour faire le bon choix. Alors comme d'habitude, je vous mets les liens de mes tests en description. Vous allez retrouver en fait toutes les mesures détaillées que j'ai faites pendant le test, et aussi surtout les réglages pour la calibration pour obtenir une colorimétrie parfaite. N'oubliez pas non plus de vérifier si j'ai un code promo avant d'acheter. J'en ai déjà reçu des dizaines de fois cette année. Ça vous permettra d'acheter votre projecteur au meilleur prix. Bon voilà, c'est tout pour l'intro. C'est parti pour le test. La gamme Elfin existe déjà depuis quelques années, hein, donc elle a commencé en fait avec juste ce bloc central. On a ensuite vu une bascule apparaître avec le Elfin Flip, et donc on est ici à la troisième génération où on garde le format précédent, la couleur a changé, mais on se retrouve toujours avec un projecteur avec cet axe oriental. Le projecteur est assez compact, il fait 25,4 sur 24,5 et 7,8 d'épaisseur. Il pèse 1,55 kg, donc c'est quelque chose d'assez portable. L'axe est presque un axe de 180. Bon, je trouve ça un peu dommage parce que ici, à cause de la poignée, finalement, c'est pratique pour transporter, mais en fait, ça bloque le projecteur sur l'axe complètement vertical. Donc, vous pourrez toujours faire une projection plafond, mais avec une légère correction d'angle qui va un peu dégrader la qualité. Je trouve ça un peu dommage parce que la plupart des projecteurs à bascule aujourd'hui ont la possibilité de vraiment s'orienter en orientation plafond 90 degrés perpendiculaire au plafond. Bon, c'est pas le cas de celui-ci, peut-être que ça viendra dans une prochaine génération. À l'arrière, on retrouve une connectique limitée. On a l'alimentation, et malheureusement, c'est une alimentation en DC, donc ça veut dire que vous ne pourrez pas alimenter ce projecteur avec un port USB. Ça aurait été intéressant de pouvoir l'alimenter en USB parce que, vu sa portabilité, lui associer une batterie n'aurait pas été déconnant en fait pour vraiment rendre le projecteur complètement autonome. Bon, ici, vous ne pourrez pas vu que le connecteur ne permet pas. J'ai ici un port USB 2, un port HDMI et finalement le bouton d'allumage, avec juste ici une grille pour évacuer la chaleur. Au niveau finition, c'est du plastique, mais rien à redire en fait, hein. C'est du plastique qualitatif, c'est pas que si j'appuie dessus, on va pas entendre un bruit de grincement. XGIMI fait des projecteurs de qualité, et donc on n'en est pas sur du bas de gamme chinois, c'est quelque chose de tout à fait correct dans cette gamme de prix là. En dessous, on retrouve le pas de vis standard qui vous permettra de l'attacher à un trépied pour appareil photo, et il ne faut pas un trépied excessivement lourd parce que bon, avec ces 1,55 kg, je pense que la plupart des trépieds feront l'affaire pour installer ce projecteur là où vous voulez l'installer. La télécommande, elle est assez complète en fait, elle ressemble assez fort aux télécommandes utilisées sur la gamme Horizon 20 ou même Titan Noir. La plupart des fonctionnalités sont les mêmes. C'est juste la finition en fait, qui est ici en plastique plutôt qu'une finition un peu métallique sur les projecteurs un peu plus coûteux. Alors on voit ici que la télécommande est équipée de boutons d'accès direct vers les applications courantes. Donc ça donne une indication sur le système d'exploitation qui est donc Google TV et qui vous permettra de regarder Netflix en natif sans installation un peu exotique, comme c'était le cas dans les précédentes générations de XGIMI Elfin. Donc ça, c'est un bon point au niveau de cette nouvelle génération. Avant de terminer la présentation du produit, je vais m'attarder sur une partie un peu plus technique, mais qui est quand même très importante pour comprendre si ce projecteur est fait pour vous. Derrière le bloc optique, on a une puce DMD, comme dans tous les projecteurs de ce type-là. C'est une puce DMD de 0,23 pouces. L'autre modèle que je vous ai présenté en introduction a une puce DMD de 0,39. Alors, en quoi est-ce que c'est important? Une puce DMD, ça ressemble à ça. C'est une puce en fait où il y a des millions de micro-miroirs qui vont recevoir la lumière laser et la faire passer à travers le bloc optique pour projeter l'image. Donc imaginez quelque chose de la taille de 0,23 pouces
créer une image de 100 pouces, donc la différence est absolument énorme. Et donc, la taille de départ est importante, et ici, on est sur une taille de départ qui est assez petite. Ça veut dire que la taille d'écran devra être assez limitée pour garder une qualité d'image correcte. L'autre point qui pourrait poser problème, et vous le verrez plus tard dans la vidéo, c'est que, finalement, une image est composée de pixels, des petits points mis les uns à côté des autres. Si vous partez d'une puce avec des micro-miroirs qui est très petite et vous l'agrandissez trop, vous allez commencer à voir un effet de gris, à savoir que vous allez voir l'écart entre les pixels, et vous allez voir qu'avec ce projecteur-là, en fonction de la taille d'image, ça peut être assez visible, et ça pourrait être déterminant dans le choix des projecteurs par rapport à la version 4K ou un autre projecteur tout court qui aurait une puce DMD plus importante. Donc je vais arrêter de parler de la technique pour la puce DMD, mais vous verrez dans le test que ça a une influence assez importante sur le résultat. Et on va d'ailleurs commencer le test par le test de la luminosité. Pour aborder ce chapitre sur la luminosité, je vais essayer d'avoir l'approche la plus pratique possible en vous montrant ce que vous pouvez attendre de ce projecteur sur différents types d'écrans et conditions de lumière. J'ai ici 4 fois la même vidéo qui tourne avec à gauche un écran blanc neutre avec un gain de 1, en haut dans l'obscurité totale et en bas une pièce lumineuse. À droite, la même chose mais avec un écran ALR avec un gain de 0,7 pour les focales longues. Ce sont tous les deux des écrans de 100 pouces, mais étant donné que l'écran blanc se trouve physiquement devant l'écran LR, l'image sur l'écran blanc est plutôt aux alentours de 90 pouces. Bon, ça c'est pour l'explication. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, vous n'allez probablement pas voir tous les détails, mais je pense que les différences au niveau de la luminosité seront quand même assez visibles. Ce qui est clair, c'est que ce projecteur n'est pas conçu pour être utilisé à la lumière du jour, même avec un écran adapté. L'image sera beaucoup trop fade. Les scènes claires seront toujours visibles, hein, comme un match de foot par exemple, il n'y a pas de problème, mais pour regarder un film sombre, ça va être vraiment très très limite. L'écran LR que j'ai utilisé est un écran LR avec un gain de 0,7, donc ça veut dire que vous perdez 30% de luminosité. Alors les noirs sont clairement plus profonds, le contraste est visiblement meilleur, mais l'image est globalement trop sombre. Alors ce projecteur a une luminosité théorique de 1600 lumens. Il est sans doute capable d'atteindre cette valeur avec le mode boost, mais le mode boost génère une image vraiment dégueulasse, et le projecteur va se transformer en sèche-cheveux, donc c'est pas intéressant. En réalité, j'ai mesuré une luminosité inférieure à 1000 lumens. C'est souvent le cas avec les projecteurs, c'est pas propre à Ximi. Entre ce qui est annoncé et la réalité, il y a toujours une marge assez importante. Je vous affiche les résultats de mes mesures pour chaque niveau de laser. N'hésitez pas à faire une pause sur l'image pour lire les informations à votre aise, parce que je vais continuer mon explication, et je mettrai aussi un calculateur sur mon site qui vous permettra de calculer la luminosité par rapport à la taille d'écran que vous recherchez. Ces chiffres, bon, ça ne vous parle peut-être pas, alors je vais vous donner un exemple très concret. Avec ces valeurs de lumière, de luminosité, pardon, vous pouvez envisager un écran jusqu'à 80 pouces. Avec 80 pouces, vous êtes tranquille pour le SDR. C'est déjà un peu limite pour le HDR, mais je pense que ce sera acceptable. Bon, 80 pouces, est-ce que c'est suffisant pour vous? Si ce n'est pas le cas, en fait, vous avez déjà ici un critère d'exclusion assez important par rapport à ce projecteur, comparé à la version 4K ou une autre marque, en fait. Donc avec ce premier chapitre, vous avez déjà ici un critère déterminant pour le choix de votre projecteur. Maintenant, on va s'attarder à la fidélité des couleurs. Comme je le répète dans chaque vidéo, la fidélité des couleurs n'est pas un concept subjectif. Ça se mesure avec un spectroradiomètre. L'unité de mesure utilisée, c'est le delta E, et le delta E doit idéalement être inférieur à 3. Je vous affiche les résultats de mes mesures en SDR dans un premier temps. Le format vidéo, bon, il n'est pas idéal pour afficher des chiffres, donc je vous invite à aller voir le détail sur mon blog pour consulter tous les chiffres que j'ai fait pour toutes les mesures. Le résultat de cette mesure montre que le mode standard et film s'en sortent assez bien, avec un delta E moyen en dessous de 3. Mission accomplie? Oui, sauf que le blanc dévie quand même encore un peu trop. Vous pouvez facilement corriger la déviation du blanc. J'ai indiqué les paramètres sur mon blog, et en modifiant en fait ces paramètres, vous allez obtenir une colorimétrie qui est vraiment parfaite, et certainement pour un projecteur dans cette gamme de prix-là. Le nombre de couleurs disponibles pour les SDR se mesure aussi par le biais de l'espace de couleurs REG 709. Alors ce projecteur est capable de couvrir 100% de cet espace, donc comme vous pouvez le voir sur le graphique, les triangles s'alignent, donc c'est absolument parfait. Passons maintenant au HDR. J'ai également mesuré la fidélité des couleurs pour chaque configuration pour obtenir les résultats que je vous affiche maintenant à l'écran. De nouveau, n'hésitez pas à faire une pause sur l'image ou aller voir les chiffres sur mon blog parce que je continue. Ici, c'est le mode film qui s'en sort le mieux, mais de nouveau avec un blanc qui dévie de trop.
Alors pour corriger la déviation de blanc, il suffit d'appliquer de nouveau quelques corrections. Je les ai postées sur mon blog. Pour le HDR, l'espace de couleur est beaucoup plus large. On parle ici du REC 2020. Et la bonne nouvelle, c'est que ce projecteur s'approche très fort de cet espace. C'est une excellente performance pour un projecteur de ce type-là. J'ai aussi mesuré le nombre de nits que le projecteur pourrait afficher en HDR. Donc ça, c'est vraiment les zones très éclairées à l'intérieur d'une image. Et il peut sans problème afficher un max de détails jusqu'à plus ou moins 1500 nits. Au-delà de ça, l'image est toujours regardable et elle n'est pas encore cramée, mais je vois clairement une perte de détails à partir de 1500 nits. En soi, c'est pas très grave, je trouve que c'est déjà une excellente performance pour un projecteur de ce type-là, et je pense, sans pouvoir le vérifier par des statistiques, qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de films qui exploitent ce niveau de luminosité de toute façon. Alors, la fidélité des couleurs est donc bonne, même si elle est perfectible, Ximi maîtrise quand même bien son sujet. Passons maintenant au contraste. Je commence toujours mon chapitre sur le contraste avec la même image du film Batman qui, à elle seule, illustre assez bien ce dont un projecteur est capable. Le contraste est assez différent d'une configuration à l'autre. J'ai mesuré un contraste natif entre 800:1 et 1325:1 avec le laser à 10. Avec 1325:1, on a ici un contraste qui est tout à fait correct, qui permet de regarder des scènes sombres sans trop perdre de détails. Les projecteurs de la gamme Ximi Horizon 20 et Titan Noir font mieux, mais bon, ils sont aussi nettement plus chers. Ximi annonce un contraste dynamique de 10 000:1 sur leur site, mais au moment de faire cette vidéo, l'option de contraste dynamique n'était pas disponible, donc j'ai pas obtenu de contraste de ce niveau-là. L'option était tout simplement pas disponible dans les menus. C'est pourtant le cas dans la version 4K, mais ici je ne l'ai pas vu. Ça pourrait arriver avec une prochaine mise à jour. Donc jusqu'à présent, on a passé la luminosité en revue, la fidélité des couleurs et maintenant le contraste. Je vais maintenant vous parler de la netteté parce qu'elle jouera un rôle probablement déterminant dans le choix du projecteur. Comme je le mentionnais en introduction, ce projecteur a une puce DMD 0.23 qui va montrer ses limites si vous l'utilisez sur un écran trop grand. Je vous montre ce que ça donne de près avec un écran de 100 pouces. On voit clairement apparaître un écart entre les pixels. Évidemment, il faut être assis assez proche de l'image pour le voir. Donc si vous êtes assis loin de l'écran, ça posera probablement moins de problèmes, mais cet effet de gris est bien réel. L'autre point important, c'est ce que vous voyez autour des contours contrastés du texte. Vous verrez apparaître un contour de couleur. C'était la même chose sur la gamme Mogo et c'est la même chose sur ce Elfincy et pas l'autre. Donc c'est un point important qui peut peut-être vous gêner. Donc ça, je vous le montre en toute transparence. Si vous êtes assez loin du projecteur, peut-être que vous ne le verrez pas, mais si vous êtes assez près, comme c'est mon cas, c'est quelque chose d'assez visible, surtout dans le contour du texte. Alors pour bien profiter de ce projecteur, vous allez donc devoir limiter la taille d'écran, mais aussi vous positionner idéalement à plus de 2 mètres pour ne pas voir l'effet gris. J'ai mesuré une consommation d'un peu moins de 30 watts avec le laser au niveau 1 et un peu plus de 50 avec le niveau de laser à 10. C'est une consommation assez faible qui va probablement vous inciter à utiliser ce projecteur sans modération ni stress pour votre facture d'électricité. Ce modèle de base consomme une dizaine de watts de moins que la version 4K et cette mesure vient confirmer aussi que le modèle de base est un peu moins lumineux que la version 4K. J'ai mesuré un bruit de fonctionnement de 41 décibels à proximité du projecteur et 38,6 à 1 mètre. Ce projecteur est donc assez discret, vous n'entendrez qu'un faible bourdonnement, et plus particulièrement si vous êtes assis très près de lui. Si vous utilisez la configuration vivide, vous allez entendre après un certain temps que le projecteur devient un peu plus bruyant parce que le ventilateur s'emballe un peu pour refroidir le projecteur. Mais en mode standard ou en mode film, il n'y a aucun problème. Pour illustrer la qualité audio, j'utilise la même bande-son de 3 minutes pour tous mes tests. Cette bande-son contient des styles assez variés de musique pour que vous puissiez vous faire une idée de la qualité audio dans différentes circonstances. Avec 7 watts et une seule enceinte, ce projecteur est un peu limité et ce genre de configuration ne lui permettra pas de rivaliser avec une station audio dédiée, ça c'est clair, et probablement pas non plus qu'un projecteur type UST ou un peu plus haut de gamme. Je trouve pourtant qu'il est assez bon dans les voix et les aigus, c'est juste que dans les sons graves, il manque un peu par contre de profondeur, mais ça c'est normal pour des enceintes de cette taille-là. Je vous laisse écouter la bande son et on se retrouve dans 3 minutes. Chemical
us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky just two. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it can build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be a loner, some kiss. La partie gaming de mes vidéos est systématiquement celle qui est la moins regardée, donc je vais la faire courte cette fois. Ce projecteur est capable d'abaisser le niveau de latence en dessous du seuil des 30 millisecondes, ce qui veut dire que vous allez pouvoir jouer à des jeux rapides à partir de votre console ou de votre PC. Des fonctionnalités comme le variable refresh rate ou la fréquence plus élevée sont par contre réservées à des modèles plus coûteux. Mais vous avez ici un projecteur qui fonctionnera très bien avec la plupart des consoles récentes et ça vous coûtera moins cher qu'un projecteur haut de gamme qui vous apportera quelques fonctionnalités en plus. Avec le test jusqu'à présent, je pense que j'ai déjà donné quelques indices qui montrent les différences entre la version normale 1080p et la version 4K, mais je vais rentrer un peu plus dans le détail pour ceux qui auraient loupé le chapitre. Alors les deux projecteurs sont semblables sur de très nombreux points, mais la version 4K se distingue quand même sur quelques points bien spécifiques. Il y a d'abord le zoom optique, c'est un avantage énorme. Il va vous permettre d'obtenir une image plus grande avec une distance plus courte, et ce, sans perte de qualité. C'est pour moi un avantage vraiment marquant. L'autre avantage, il est moins visible, mais c'est la puce DMD 0.39 au lieu de 0.23 dans celui-ci. Ça fait 69% de surface en plus. Et donc 69% de surface physique en plus, ça va fatalement avoir un impact sur la taille d'image globale et l'effet gris. Donc ça veut dire que celui-ci pourrait déjà montrer des limites au-delà de 80 pouces, où on va voir l'écart entre les pixels et la luminosité ne sera pas suffisamment bonne. Celui-ci, par contre, n'aura pas l'effet de gris et ça ne va pas vous gâcher l'image si vous regardez l'image d'assez près. La version 4K est donc meilleure en tout point que la version 1080p. Maintenant, ce qui justifierait l'achat de celui-ci, c'est pour moi soit le budget, parce qu'il coûte à peu près 200 € de moins que celui-là, ou alors le fait que vous n'avez pas besoin d'une image de plus de 80 pouces, et dans ce cas-là, celui-ci devrait pouvoir convenir.
Voilà, on arrive à la conclusion. J'espère avoir pu répondre à toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou sur mon blog. Si vous avez apprécié ma vidéo, n'hésitez pas à faire un like ou vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas d'aller voir ma page avec les codes promo si vous voulez acheter ce projecteur ou un autre. Ça pourrait vous faire gagner quelques euros. Voilà, bon, on passe maintenant à la conclusion. Alors, le lancement de la gamme Elfin Flip laser marque un gros changement dans la gamme Elfin. Avant, ces projecteurs étaient à considérer comme des projecteurs vraiment d'entrée de gamme. Aujourd'hui, il faut plutôt les voir comme des projecteurs de milieu de gamme qui arrivent, je dirais, aux portes de l'expérience home cinéma. Le Elfin Flip est donc plus lumineux, il a plus de contraste, il a une source triple laser qui lui permet d'afficher beaucoup plus de couleurs et en plus ces couleurs sont justes. La progression par rapport à la génération précédente est tellement grande que je peux en fait plus comparer ce modèle-ci avec la génération précédente, ça n'a vraiment aucun sens. Alors ce projecteur a créé, je pense, un nouveau segment en poussant les projecteurs portables dans une autre catégorie. On pourrait parler de portable premium parce qu'en fait on garde toute la flexibilité habituelle d'un projecteur portable mais en reprenant des capacités techniques de projecteurs beaucoup plus coûteux. Alors le résultat est quand même vraiment intéressant. Tout ça c'est très bien en fait et je dirais qu'il y a presque que des avantages à acquérir un projecteur de ce type-là, mais il faut être conscient qu'il y a quelques conditions à respecter pour vraiment pouvoir en bénéficier au maximum. Alors ce projecteur, il n'est pas très lumineux. Et sa puce DMD va vite montrer ses limites. Donc pour en profiter pleinement, il faut absolument limiter la taille d'écran à environ 80 pouces. Parce qu'au-delà de cette taille, non seulement l'image risque d'être trop sombre, mais vous pourriez commencer à voir l'écart entre les pixels, ce qui n'est pas forcément très agréable. Si vous gardez ces deux éléments en tête, alors dans ce cas-ci, vous avez ici un projecteur qui est capable de produire une image vraiment de très bonne qualité et qui pourrait rivaliser avec des projecteurs quand même nettement plus coûteux. Si je dois résumer les forces et les faiblesses, je commencerai par les forces. Alors le contraste natif, il est vraiment pas mal du tout pour ce genre de projecteur-là. La couverture des couleurs est très bonne, la fidélité des couleurs est bonne. Il y a une interface Google TV qui vous permettra d'utiliser toutes les applications de streaming classiques courantes comme Netflix sans artifices. La consommation est très basse, le faible bruit de fonctionnement, la flexibilité de placement, en fait, non seulement la bascule, mais aussi le fait de pouvoir l'attacher a priori où vous voulez. La qualité du son pour les voix aiguës, je trouve pas mal. Bon, les basses, c'est un peu plus problématique. Et il y a aussi la latence basse pour jouer. Alors maintenant, les faiblesses, c'est quoi? Bon, il y a la netteté sur grande image, donc je le répète, mais il faut vraiment être conscient de ça. Il y a cette espèce d'effet de gris qui peut apparaître sur les grandes tailles. Il y a les contours des éléments contrastés comme le texte, donc un texte blanc sur fond noir. Vous allez voir un débordement de couleurs. Il n'y a pas de contraste dynamique. Bon, en soi, je ne pense pas que ce soit un grand drame parce que généralement, quand on ajoute ce genre de fonctionnalité-là, il y a des dérives de couleurs, donc ça n'est pas encore disponible, pas dans la version que j'ai testée. La luminosité va limiter la taille de l'écran, tout comme la netteté, comme je l'ai déjà dit. Et le dernier point pour moi, c'est la puissance audio. Donc bon, on est sur du 7 watts, c'est quand même pas extraordinaire. Voilà, c'est tout pour ce test. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt pour un autre test et notamment celui du 4K.